En quelques mots, vous, qu'est-ce que vous retenez de ces premières déclarations? On voit bien que c'est le chouchou de la Macronie, parce qu'ils l'ont placé à un poste où il ne peut pas rater. Il peut pas rater sa mission. On dit souvent que le ministère de l'Éducation nationale est un ministère les plus difficiles. Mais quand vous passez après Pape Ndiaye, qui est le ministre le plus nul de l'histoire de la Ve République à l'Éducation nationale, avec Najat Vallaud-Belkacem, vous pouvez forcément faire mieux. Moi, ça me fait penser un peu aux images qu'on avait en comparaison lorsqu'on a eu la passation de pouvoir entre Hollande et Macron. Macron racontait que des banalités lors de son discours d'investiture, un peu comme Attal le fait aujourd'hui. Mais de toute façon, il passe après un tel ectoplasme, Macron pour Hollande et Attal pour Pape Ndiaye, qu'il est sûr de faire mieux, il est sûr de impressionner. Il suffit juste qu'il marche 3 fois, qu'il impressionne par rapport à Pape Ndiaye. Il suffit juste qu'il exprime 2-3 principes généraux, et on a l'impression que c'est un ministre qui va restaurer Jules Ferry et les grandes républiques, les grandes écoles de la Troisième République, les grands hussards noirs. Donc pour l'instant, moi je suis très sceptique, parce que comme l'a dit Jonathan, il faut confronter les paroles en Macronie aux actes. Et pour l'instant, il n'y a pas un seul acte qui a été fait en 6 ans, même si Blanquer avait émis quelques bonnes initiatives. Mais on a vu que Blanquer, on n'a jamais eu de confirmation entre son discours et les actes concrets. Et le deuxième point que je vois, c'est est-ce que Gabriel Attal va pouvoir renouer une grande politique éducative? Parce qu'on a mis un ministre politique à l'éducation nationale. Mais est-ce qu'au-delà des principes, on va mettre en place une politique à l'éducation nationale plutôt que des principes généraux uniquement pour plaire à telle clientèle électorale? Rassurer les Français après ces scènes très violentes que l'on a vues? Je ne sais pas qui cherche à rassurer. Je pense qu'il parle surtout à son propre électorat avec un gouvernement comme ça, mais ça c'est une autre question. Le point qu'aborde Emmanuel Macron sur la question de la justice, est-ce que la justice a pu être plus efficace que d'habitude par rapport à la faiblesse et au laxisme qu'il y avait généralement? Oui. Pour autant, il y a eu combien? Il y a eu 300 à 400 interpellations et comparutions immédiates sur une estimation basse du ministère de l'Intérieur de 10 000 émeutiers jusqu'à 100 000 émeutiers selon certains experts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 90% des personnes qui n'ont eu aucune peine, qui n'ont eu aucune condamnation, ni au pénal, ni en termes de responsabilité civile. C'est-à-dire qu'une grande partie des dégâts qui ont été causés vont être remboursés, encore une fois, par le contribuable que par le casseur. Le principe casseur-payeur ne s'applique pas en l'occurrence, dans la mesure où beaucoup de personnes ne vont pas payer les dégâts qu'ils ont causés, que ce soit financièrement ou que ce soit en termes de responsabilité ou en termes de sanctions pénales. L'autre point que je vois sur Emmanuel Macron, c'est le fait qu'il ne renouvelle pas son discours. Il est anachronique de 2 temps. Le premier, c'est qu'il aurait déjà dû changer de discours lors des élections législatives. Lorsqu'il s'est fait réélire, il a été mis en minorité par les Français. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de Français qui lui ont imposé un nombre de députés qui étaient hostiles à sa politique. Par conséquent, il devait déjà changer de politique en juin 2022. Là, maintenant, on a fait face à des mouvements sociaux très importants lors de la réforme des retraites et des mouvements, on va dire, d'émeutes en juin, juillet dernier. Et pour autant, il ne change toujours pas de politique. C'est-à-dire qu'il garde un speech qui est déjà en décalage complet avec les Français et même avec son propre électorat. Quand on dit que sur les différents sondages, il y a 70% des Français qui sont en désaccord avec sa politique. Il y a 70% des Français qui voudraient davantage d'ordre, qui voudraient davantage de sécurité, de justice, du fait que les casseurs payent et subissent les conséquences de leurs actes. Et est-ce qu'Emmanuel Macron peut gouverner à la fois contre les Français et même contre son propre électorat qui est en train de le regarder de plus en plus ailleurs? Les enseignements? Moi, mon avis dessus, c'est que Macron a dû chercher le président de la République a dû chercher à obtenir des alliés soit à gauche, soit à droite, en vue de bâtir une majorité absolue. Comme il n'a pas trouvé la perle rare chez les Républicains, parce que son propre camp ne voulait pas d'un Premier ministre républicain, il faut penser à son aile gauche et à François Bayrou qui ne voulait pas d'un Premier ministre LR. Bayrou trouvait déjà que Darmanin est trop à droite. Donc une grande partie de l'aile gauche trouvait que Darmanin était déjà un facho. Donc s'il prenait un ministre LR, là, c'est la cata pour eux. Donc il ne pouvait pas trouver de grande majorité. Donc ce qu'il fait, mon avis, c'est qu'en fait, il sait très bien que Borne est cramée, qu'elle est foutue, que la plupart des ministres sont foutus aussi. Et ce qu'il fait, c'est qu'il nomme des fidèles qui sont médiatiques. Il n'a que des profils médiatiques. Il n'a pas un seul expert de son sujet. La plupart des gens sont des politicards, des fidèles et des personnalités médiatiques en vue de partir au combat parce qu'il sait que la plupart des gens vont pointer aux assédiques avant la fin de l'année, avec la dissolution de l'Assemblée nationale et la fin de ce gouvernement auquel il y aura une motion de censure, soit sur la loi immigration, soit sur le budget, c'est inévitable. Ce qu'on sait maintenant sur Emmanuel Macron, c'est qu'initialement, il voulait nommer Catherine Vautrin jusqu'en 2024, jusqu'au JO de 2024, en vue de changer de gouvernement. Là, il va nommer Borne jusqu'à 2024, enfin, il maintient sa confiance, et ensuite, à la moindre difficulté, il se retirera, et le but, c'est de gagner le plus de voix possible, en tout cas de perdre le moins de voix possible, pour sauver le nombre des députés macronistes restants, voire même espérer un sursaut en cas d'événement extérieur, comme ça lui arrivait en guerre en Ukraine, comme avec la crise sanitaire, comme après les Gilets jaunes, en vue, donc il ne construit pas un gouvernement de combat, il construit un gouvernement pour les Français, il construit un gouvernement de combat politique en vue de gagner les élections. Sur la question que vous posez sur la loi immigration, évidemment que ça ne passera pas. Ça n'a aucune chance de passer parce que les seules mesures qui permettraient d'obtenir un rassemblement très large, allant chez les Républicains, voire même jusqu'au Rassemblement national,
idéologiquement, son camp n'en veut pas. Je ne sais pas si lui en veut ou pas, mais son camp n'en veut pas. Et ce ne serait pas totalement différent des mesures proposées par Gérald Darmanin, des mesures plus strictes en termes d'acquisition de la nationalité, des mesures plus dures pour réguler les flux migratoires, pour à la fois combattre et retrouver notre souveraineté juridique au national et sur le plan européen. Ce sont des mesures de bon sens et lui-même les avait évoquées pendant sa campagne présidentielle. C'est vrai que c'est une partie de l'aile gauche de la Macronie. En fait, la difficulté essentielle, c'est qu'il est prisonnier de son choix de second tour lorsqu'il est parti séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et donc désormais, maintenant, son gouvernement est davantage proche d'un point de vue politique de Jean-Luc Mélenchon que du cœur des Français qui est davantage à droite entre les Républicains et le Rassemblement national. Là est très intéressant. Quand il compare avec l'Amérique du Sud, évidemment... Il a parfaitement compris. Lui, il aurait dû monter au gouvernement, à la différence de certains. Lui, aurait dû... très efficace en tant que préfet. Laissez-le là où il est. Alors, il y a une promotion parce qu'il va être nommé préfet des Alpes-Maritimes. Il aurait pu occuper un poste national parce que si le sujet était uniquement local, ce serait beaucoup plus simple. Il aborde les bons points, en fait. Et moi, j'irais même sur d'autres modèles, parce qu'il y a d'autres modèles qui sont en jeu. L'État est concurrencé, comme il le dit, par différents points. Il y a les organisations religieuses, notamment musulmanes, islamiques, qui concurrencent l'autorité de l'État dans certains quartiers. C'est pour ça que chaque année, vous avez des problématiques sur les tenues religieuses à l'école, le burkini, etc. Ça veut dire que des organisations religieuses soutenues par des puissances islamiques comme les pays du Golfe, comme la Turquie, essayent d'imposer en France un changement de société d'un point de vue culturel et identitaire. Vous avez également une concurrence des des trafiquants de drogue qui veulent contrôler le territoire un peu sur un modèle, comme il le cite, sur les pays d'Amérique du Sud, c'est-à-dire comme Pablo Escobar, c'est-à-dire s'acheter une certaine clientèle pour pouvoir faire prospérer les affaires et faire dépendre les habitants de ces quartiers de ces trafiquants de drogue. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complices directement, mais en tout cas, ils préfèrent être sous le joug des trafiquants de drogue plutôt que sous le joug de l'État. Et vous avez un véritable modèle alternatif avec des jeunes qui préfèrent être sous le joug de ces trafiquants de drogue auxquels ils gagneront beaucoup plus que si par cas ils allaient à l'école, ils suivaient le chemin républicain classique. Et enfin, il y a un troisième point, c'est le cumul de tout ça. Et c'est ça le véritable problème qui doit être dénoncé, c'est que si on continue comme ça, il y a deux conséquences directes. C'est-à-dire que si par cas, on continue sur des modèles similaires, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont décider s'il y aura des émeutes ou pas en France, comme ce qui s'est passé il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'ils peuvent siffler la récré, ils peuvent la lancer, si par cas on essaie de lutter contre les trafiquants de drogue, et ben ils peuvent dire, tiens, on lance une rébellion sociale contre la France, on lance une rébellion contre le ministre de l'Intérieur, et on peut le couler. L'autre point qui est encore plus dangereux, c'est ce qui s'est passé dans différents pays. La Libye et l'Afghanistan. Vous avez eu l'État qui était impuissant à pouvoir contrôler son propre territoire et qui a vu des tas de territoires qui sont vus dépossédés de leur autorité. C'est-à-dire que le Premier ministre irakien, le Premier ministre libyen n'avaient pas d'autorité sur ces territoires. Et au final, petit à petit, l'État s'est fait renverser. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan. Les talibans ont pris petit à petit les montagnes en Afghanistan. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là, heureusement. On n'est pas encore en Afghanistan. Vous évoquiez la question sur pourquoi est-ce que ça peut être dangereux. À l'heure actuelle, moi je me rappelle qu'en 2005, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, on avait 100, 200, 300 points de tension. Maintenant, vous avez 6 millions de personnes qui sont placées dans les territoires dits de reconquête républicaine. 10% de la population française est placée dans ces territoires. Un terrain, c'est habile d'un point de vue de la communication. Mais de toute façon, cette nomination de Gabriel Attal, d'un point de vue politicienne, est très habile, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est jeune, donc il va mettre un peu plus de dynamisme que l'ectoplasme Pap Ndiaye. C'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre le ministère de l'Éducation nationale en mouvement. Parce qu'il y a beaucoup de budgets qui sont alloués. C'est un des objectifs du président de la République depuis sa réélection, de pouvoir relancer le chantier de l'Éducation nationale. L'autre point où moi je mets un bémol, c'est que mettre quelqu'un de jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience à un profil politique, faut rappeler, la précédente qui détenait le record de ministre la plus jeune de l'Éducation nationale, c'était Najat Vallaud-Belkacem. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. On sent un traumatisme. D'un point de vue politique, moi je pense qu'il va pouvoir avoir plusieurs leviers. Un, il a un arbitrage direct avec le président de la République, c'est-à-dire qu'il passe au-dessus de Borne. C'est-à-dire que si Borne a de mauvaises idées, il pourra discuter directement avec le président de la République. Il pourra impulser des réformes nécessaires parce qu'il a des relais au Parlement dans les deux chambres. On voit qu'il a l'air plutôt assez proche de Gérard Larcher pour pouvoir initier des réformes et pour obtenir des résultats. Si par cas il a des blocages avec les syndicats de professeurs qui sont une véritable calamité et qui polluent l'éducation nationale depuis des années, il obtiendra le soutien des plus autorités de l'État. Donc ça, c'est les points d'avantage. La difficulté que je vois sur un profil comme ça, et c'est pour ça que moi je recommande jamais de mettre un politique à l'éducation nationale, c'est que de toute façon, pour réussir à l'éducation nationale, il faut être impopulaire. C'est-à-dire qu'il faut faire des réformes tellement dures, tellement impopulaires, que de toute façon, vous n'avez plus de destin nationaux après. Et comme Gabriel Attal a un objectif national après, il espère être président de la République en 27 ou en 32, ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas parce qu'il devra plaire au syndicat de professeurs. Or, si vous voulez plaire au syndicat de professeurs, Vous tendez la perche. ça va être une catastrophe Vous tendez absolue. la perche parce que justement, on a demandé à une syndicaliste ce qu'elle pensait de cette nomination. Écoutez. On l'aura dans quelques instants. Ce qu'elle disait, c'est qu'elle jugera évidemment plus le fond. Pour l'instant, on est plus de l'ordre de la communication. Mais de ce point de vue-là, on sait que Gabriel Attal avait été relativement populaire à l'époque où il était au ministère de l'Éducation nationale, plus populaire que... Mais il n'était pas aux prises directes avec les syndicats. Vous arrivez sur mon point, c'est qu'il était... Blanquer était vu comme un bon ministre pour les Français parce qu'il combattait les délires des syndicats, les délires c'est un ministère qui est tenu, qui est pollué par les gauchistes. Enfin, il faut expliquer quand même comment ça se passe. Le ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur, c'est pollué par les islamo-gauchistes. C'est-à-dire que c'est eux qui tiennent. C'est eux, tenu, ils pensent, c'est complètement tenu. C'est-à-dire qu'ils pensent que eux, enseigner Napoléon, c'est une catastrophe parce que c'est un coloniste. Il faut faire de la cancel culture, etc. Non, mais c'est ça qui se passe dans les programmes d'histoire. Et ben, on parle davantage de certaines de la partie de la France colonisatrice que de Napoléon, de Louis XIV et voire même de Gaulle quand même dans ces programmes-là. On parle davantage des délires d'éducation sexuelle, etc., que des programmes d'acquisition de savoirs fondamentaux. Donc si vous plaisez à ces gens-là, est-ce que vous plaisez aux parents d'élèves et vous permet d'assurer l'avenir des jeunes étudiants et des jeunes scolarisés ? C'est la question que je pose. Je vous l'avais prédécesseur, il en reste qu'il faut trouver des solutions parce que c'est pas un problème, on peut trouver des solutions miracles comme ça. C'est pas une question de solution miracle. Moi, je pense que c'est une question de volonté politique et de capital politique. Est-ce que vous avez le capital politique et l'autorité nécessaire pour imposer les choix structurels qui permettent de faire avancer cette cause ? Les seules personnes capables de lutter contre le harcèlement scolaire à l'heure actuelle, dans une période courte, ce sont les professeurs. Or, les professeurs et les chefs d'établissement préfèrent appliquer la doctrine, pas de conflit, pas de vague. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelqu'un qui est harcelé, c'est la personne qui est harcelée qui doit rentrer chez elle, qui doit changer d'établissement. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Parce qu'il y a une très grande majorité de personnes qui harcèlent. Il y a plus d'harceleurs que d'harcelés. Et donc, vous êtes chef d'établissement, vous préférez virer la personne qui se fait harceler que les autres personnes qui sont harceleurs. Et très souvent, en plus, il y a une confusion entre le profil des harceleurs et les profils qui posent éventuellement des problèmes. C'est-à-dire que si par cas vous décidez de les virer, vous pouvez vous attaquer à des parents qui peuvent devenir violents ou des familles qui peuvent devenir violents et qui peuvent mettre en danger la vie des professeurs ou l'intégrité physique des professeurs et du chef d'établissement. Et comme les chefs d'établissement ne veulent pas de problème dans leur profil de carrière, ne veulent pas avoir d'incidents dans leur parcours, et ben ils préfèrent faire la doctrine, pas de conflit, pas de vague. Donc c'est le premier élément. Donc je ne sais pas comment il va faire pour concilier à la fois les syndicats de professeurs et en même temps s'attaquer à ça. Donc il faut responsabiliser les professeurs et les chefs d'établissement en disant que si par cas vous continuez cette politique de pas de conflit, pas de vague, vous n'avez pas de promotion et vous inversez la logique. C'est-à-dire qu'ils sont encouragés à lutter contre le harcèlement scolaire. Le deuxième point, c'est la question qui est néfaste, c'est la question des réseaux sociaux. Et là, il y a une question difficile. C'est-à-dire que est-ce qu'il ne faut pas mettre en place une citoyenneté numérique? Ça veut dire que pour accéder aux réseaux sociaux, vous devez engager votre carte nationale d'identité et votre profil. Et donc, du coup, responsabiliser les actes que vous avez sur la vie sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait très bien qu'au-delà de la vie scolaire, lorsque nous étions étudiants, maintenant, vous avez des smartphones. Et donc, en conséquence, le harcèlement scolaire continue après l'école. Et comment vous faites, du coup, pour harceler lorsque vous êtes attaqué par des dizaines, des trentaines de personnes qui ont des profils anonymes, etc. Et une personne peut être incitée, malheureusement, à mettre fin à ses jours. Donc, il faut s'attaquer à ce deuxième pilier. Le troisième point, c'est de restaurer l'ordre au sein de l'établissement. Et pour restaurer l'ordre au sein de l'établissement, il y a quelques remèdes, comme remettre un bon vieux pion à la cour de récréation et ensuite, après, des personnes de référence auxquelles les personnes harcelées peuvent consulter. Est-ce qu'on parle, pour vous parlez d'erreur de casting pour Pape Ndiaye? Moi, je suis très simple, c'est que Pape Ndiaye est le plus nul avec Belkacem. C'est-à-dire, il y a peut-être Payon qui est pas très loin aussi. Peut-être pas autant. Voilà, peut-être pas autant, mais en tout cas, le triumvirat est là. C'est-à-dire, c'est les ministres. Vincent Payon qui a été récompensé par la Légion d'Order dans la promotion du 14 juillet. Oui, donc c'est pas une très bonne nouvelle. Donc le trio, et c'est le pire trio de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont déconstruit. Pourquoi vous dites que c'est le pire, mais pourquoi? Parce que son profil ne colle pas, la méthode. Je vais arriver parce que la politique est basée de deux éléments. Le symbole, à travers la communication, etc., et les actes concrets. Et pour Gabriel Attal, vous avez mis un titre de style très différent. Pourquoi est-ce que Attal plaît à une partie des Français et plaît à une partie des rédactions ce soir?
et avec son déplacement. Tout simplement parce qu'il fait exactement l'inverse de ce que fait Pape Ndiaye sur tous les plans. C'est-à-dire que Pape Ndiaye est tellement mauvais qu'il a créé un manuel, faites l'inverse de ce que je fais et vous serez un bon ministre de l'Éducation nationale. Il s'est concentré sur l'accessoire plutôt que sur l'essentiel. Il a commencé sur les théories du genre, les théories racialistes, alors qu'il fallait se concentrer sur l'acquisition des savoirs fondamentaux, le niveau des élèves et le fait de former des citoyens éclairés. C'était le projet révolutionnaire et c'est le projet qu'on nous a poursuivi lors de la Troisième République. Il s'est concentré sur tout ce qui ne fallait pas faire en termes de laïcité, de recul, alors qu'au contraire, il fallait être offensif. Là où il fallait reculer, il a décidé d'avancer. Là où il fallait avancer, il a décidé de reculer. Donc il n'était pas aussi les prérogatives qui étaient les siennes, parce que je me fais encore une fois l'avocat du diable, mais peut-être qu'il n'a pas eu les coups des franges, comme on dit. Mais c'est même pas une question de coups des franges. Il a eu tout le budget nécessaire. Il a été soutenu par toute sa hiérarchie, à commencer par le président de la République, qui l'a même soutenu dans une polémique sur des médias. Et donc, du coup, il était soutenu par quasiment tout le monde. Le problème, il faut arrêter parfois de la culture de l'excuse. Le problème, c'est lui, tout simplement. Et je pense que Attal, en soi, est plutôt une bonne nouvelle. Parce que dans la mesure où on va arrêter la déconstruction, parce que vous posez la question sur pourquoi est-ce que c'est les trois personnes que j'ai citées, Payon, Najat Vallaud-Belkacem et Pape Ndiaye, sont nuls. Parce que déjà, l'école française était déjà en déclin. Eux accélèrent la déconstruction, pour reprendre les termes de Sandrine Rousseau, c'est-à-dire que tout ce qui est bon, ils le détruisent, et tout ce qu'il ne fallait pas changer, ils le réforment en mettant des choses nouvelles. Au niveau de ce que Jean-Michel parlait. Quand Michel dit qu'il ne pourra pas savoir négocier, il a été directeur général de l'ARS, il a déjà fait face à Il a affronté la crise du Covid, mais il sait déjà comment ça fonctionne. Il a été directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, donc c'est le pire job de France. Il faut comprendre, c'est le pire job de France. C'est-à-dire qu'en un an, vous perdez tous vos cheveux, vous avez les cheveux blancs. À ce poste-là, vous mettez toutes les réunions interministérielles, vous faites les négociations avec les syndicats. Il a fait donc les négociations face à la CGT, Martinez et compagnie. Donc, il saura faire ce problème-là. La question qui est posée sur les profils politiques, société civile ou pas, c'est pas celle-ci. La question, c'est la question 1 du profil et 2, c'est la question du contexte politique. Pourquoi est-ce que tous les profils de société civile se sont crachés dans ce quinquennat et qu'ils ne sont pas crachés dans les précédents quinquennats? Macron a réussi à survivre à l'époque de Hollande. Christine Lagarde a réussi à survivre à l'époque de Nicolas Sarkozy. Elle a réussi à devenir directrice générale du FMI et directrice générale, gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Tout simplement parce que les présidents disposaient d'une majorité absolue. Donc quand vous disposez d'une majorité absolue, si par cas vous avez un profil technique ou société civile qui est en compatibilité avec le président de la République, vous pouvez appliquer des arbitrages en fonction d'une ligne politique. Christine Lagarde était venue au ministère de l'économie en raison de son cadre d'adresse international pour internationaliser le commerce extérieur de la France. C'était l'objectif de Nicolas Sarkozy. Et Emmanuel Macron était vu là pour être compatible, notamment avec les milieux d'affaires, alors que Hollande était très incompatible avec les milieux d'affaires. Emmanuel Macron disait même que la politique de Hollande, c'était faire Cuba sans le soleil. L'autre point qui est mis sur les sociétés civiles, c'est que quand vous avez une majorité relative, vous devez mettre des profils politiques parce que vous êtes en survie permanente. C'est la même chose qu'entre 88 et 93, où ceux qui survivent à l'époque de Mitterrand et de Rocard, c'est que les profils politiques. Et donc, par conséquent, lorsque vous avez une majorité absolue, vous faites ce que vous voulez. Emmanuel Macron était le roi de France de 2017 à 2022. Il ne l'est plus, donc il doit composer, être en survie tout le temps. Et pour être en survie tout le temps, il vaut mettre des profils médiatiques et politiques que des profils techniques qui ne savent pas et sont habitués à la reine médiatique. Un petit point